Après 30 ans de sacrifice, mon fils m'a expulsé de chez moi. Mais il a ignoré un seul détail. Bonjour, je m'appelle Yvette Leroux. J'ai 72 ans et ce que je vais vous raconter est l'histoire la plus douloureuse de ma vie. Avant de commencer, je vous demande gentiment de vous abonner à cette chaîne, de laisser un like sur cette vidéo et de commenter d'où vous nous écoutez. Cela m'aide beaucoup à partager mon témoignage. Merci du fond du cœur. C'était un matin de janvier 2024. L'hiver lyonnais était particulièrement cruel cette année-là. Je me souviens parfaitement que mes mains tremblaient en tenant ma tasse de café froid dans la cuisine de ma petite maison de Croix-Rousse. Il était 6 heures du matin exactement, et la neige tombait doucement sur les toits oranges du quartier historique. Par la fenêtre, je regardais les rues encore désertes, silencieuses, comme si Lyon elle-même retenait son souffle avant ce qui allait m'arriver. Sur le réfrigérateur, il y avait une photo jaunie que je regardais chaque matin. Julien, mon fils unique, à 4 ans. Il souriait avec une glace au chocolat fondu sur les doigts. Je me souviens parfaitement de ce jour-là. C'était l'été 1998, un dimanche après-midi. Je venais de finir un double shift épuisant à l'hôpital Édouard Herriot. Mes pieds me faisaient terriblement mal, mais j'avais réussi à économiser assez d'argent pour lui offrir cette glace. Son sourire radieux avait effacé toute ma fatigue. Tout avait valu la peine ce jour-là. Mais ce matin de janvier 2024, ce sourire innocent n'était plus qu'un souvenir lointain et douloureux. La porte d'entrée s'est ouverte brusquement, sans avertissement. Le bruit violent m'a fait sursauter. Ma tasse a dangereusement tremblé dans mes mains. Julien est entré comme une tempête, accompagné de 2 hommes en costume sombre que je ne connaissais absolument pas. Ils portaient des mallettes professionnelles en cuir noir et avaient des expressions froides, impersonnelles. « Maman, nous devons parler. »« Maintenant » a dit Julien d'une voix sèche et autoritaire que je ne lui connaissais pas. Ses yeux évitaient soigneusement les miens. Il regardait le sol, le mur, n'importe où, sauf mon visage. Mon cœur s'est serré douloureusement. « Julien, mon fils, que se passe-t-il? Pourquoi ces hommes sont avec toi ?»« Voici Monsieur Arnaud et Monsieur Petit. Ils viennent de la résidence Les Tilleuls, » a-t-il annoncé mécaniquement. Il a marqué une pause, inspirant profondément. « Tu vas habiter là-bas à partir d'aujourd'hui. Tout est arrangé. Tes affaires seront transférées cet après-midi. » Les mots ont mis quelques secondes à pénétrer mon esprit. Quand j'ai enfin compris, la tasse est tombée de mes mains. Le bruit de la porcelaine se brisant sur le carrelage a résonné dans le silence terrible. Du café froid s'est répandu partout, formant une mare sombre. Je suis resté figé, incapable de comprendre. « Julien, qu'est-ce que tu es en train de dire? Je ne comprends pas. » Ma voix était à peine audible. Il a détourné le regard encore plus, fixant le mur. « Tu as besoin de soins professionnels. Je ne peux plus. » Il s'est interrompu, cherchant ses mots. Puis, comme s'il arrachait les mots de sa bouche, il a ajouté « Je ne veux plus m'occuper de toi. » Ces mots ont été comme des coups de poignard. Chacun d'eux m'a transpercé. Mon propre fils, l'enfant que j'avais porté, nourri, élevé seul. Mais Julien, je ne comprends pas. J'ai 72 ans, c'est vrai, mais je suis encore en bonne santé. Je peux m'occuper de moi-même. Je nettoie la maison, je fais mes courses, je cuisine. Madame Leroux, l'un des hommes en costume intervint professionnellement. La résidence Les Tilleuls est un excellent établissement. Vous y serez très bien prise en charge. Il y a des infirmières disponibles 24 heures, des activités, un jardin. Il énumérait comme un vendeur. Je ne veux pas aller dans une résidence. Ma voix tremblait, mais était ferme. C'est ma maison. J'ai vécu ici pendant 25 ans. J'ai tout payé avec mon travail. Chaque pièce contient mes souvenirs. Julien évitait mon regard. Tes affaires sont déjà préparées. Le déménagement se fera dans quelques heures. C'est mieux ainsi, plus rapide. Je me suis levé, mes jambes tremblaient, j'ai dû m'appuyer sur la table. Julien, regarde-moi. Regarde ta mère dans les yeux et dis-moi pourquoi tu fais vraiment ça. Dis-moi la vérité. Il a enfin levé les yeux vers moi. Ce que j'y ai vu m'a glacé le sang. Ce n'était pas de la tristesse, ce n'était pas du regret, c'était du calcul, de la froideur pure. Tu es vieille, maman, tu deviens un fardeau, un poids. Il est temps que tu acceptes la réalité. Un fardeau. Moi,
Yvette Leroux, celle qui avait travaillé 18 heures par jour pour qu'il puisse manger à sa faim, celle qui avait nettoyé des milliers d'escaliers pour payer ses uniformes d'école, celle qui s'était privée de tout pour qu'il ait une vie meilleure. Julien, comment peux-tu dire ça? Ma voix n'était plus qu'un murmure brisé. Les papiers sont prêts, madame, dit l'homme en costume, sortant des documents. Si vous voulez bien signer ici, nous pourrons procéder rapidement. Je ne signerai rien, cette maison est à moi. Julien soupira, agacé. Maman, ne complique pas, c'est pour ton bien. Mon bien? Ou le tien, Julien? Cette maison, c'est telle que tu veux vraiment, n'est-ce pas? Pas mon bien-être. La maison? L'argent? Le silence qui suivit fut assourdissant. Julien ne nia rien. Son silence était un aveu. Ce n'est plus ta maison, dit-il froidement. En tant qu'héritier, j'ai des droits. J'ai décidé que c'était mieux pour toi. Je l'ai regardé et je n'ai pas reconnu l'enfant que j'avais élevé. Où était le petit garçon qui pleurait dans mes bras? Julien, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je t'en supplie. Je suis ta mère. Mes mains tremblaient. Il détourna les yeux. C'est décidé. Les hommes viendront à 15 heures. Et il est parti, sans un regard en arrière, sans un au revoir, sans remords. Je suis resté là, debout dans ma cuisine, entouré de porcelaine brisée et de café renversé, et j'ai compris que ma vie venait de basculer. 30 ans de sacrifice, 30 ans d'amour inconditionnel, et voilà comment mon fils unique me remerciait, en m'expulsant de chez moi. Mais ce qu'il ignorait, ce que Julien ne savait pas encore, c'est que je n'étais pas aussi naïve qu'il le pensait. J'avais vu venir ce jour, et j'avais pris mes précautions. La résidence Les Tilleuls se trouvait dans la banlieue de Lyon, loin du centre-ville que j'aimais tant. C'était un bâtiment moderne avec des murs blancs qui sentaient l'antiseptique et la solitude. Ma chambre était le numéro 204, au 2e étage. Une petite pièce avec un lit simple, une armoire, une table de nuit et une fenêtre qui donnait sur le Rhône gris. Je me suis assise sur le lit étroit, mes mains tremblant sur mes genoux. Une infirmière nommée Sylvie m'a apporté ma valise. C'était une petite valise marron que Julien avait préparée. Quand je l'ai ouverte, j'ai découvert qu'il n'avait mis que quelques vêtements vieux et usés. Pas de photos, pas de souvenirs, rien de personnel, comme si ma vie entière pouvait tenir dans cette valise pathétique. « Madame Leroux, si vous avez besoin de quoi que ce soit, appuyez sur ce bouton, » dit Sylvie gentiment. J'ai hoché la tête sans parler. Quand elle est partie, j'ai regardé par la fenêtre. Le Rhône coulait lentement sous un ciel gris. Et moi, Yvette Leroux, 72 ans, je me suis sentie plus seule que jamais. Les souvenirs ont commencé à affluer. Je me suis souvenue de 1994. Julien avait 4 ans. Pierre, mon mari, était mort 2 ans plus tôt dans un accident de voiture sur l'autoroute A6. Un camion avait grillé un feu rouge. Pierre n'avait pas eu le temps de freiner. Il avait 48 ans. Moi, j'en avais 42. Je me suis retrouvée seule avec un petit garçon de 2 ans et aucune famille pour m'aider. Je travaillais déjà comme infirmière à l'hôpital Édouard Herriot, mais le salaire ne suffisait pas. Les factures s'accumulaient, le loyer, la nourriture, les vêtements pour Julien qui grandissait vite. Alors j'ai pris un 2e emploi. La nuit, après mes shifts à l'hôpital, je nettoyais des bureaux dans le quartier de la Pardieu. Je me souviens de ces nuits interminables. Je finissais à l'hôpital à 18 heures. Je rentrais en courant chercher Julien chez Madame Beaufort, la voisine qui le gardait. Je lui donnais à manger, je le mettais au lit, et à 23 heures, je repartais nettoyer des bureaux jusqu'à 4 heures du matin. Mes mains saignaient souvent. L'eau de Javel les brûlait. Mes genoux me faisaient mal. Certains soirs, je pleurais en montant les escaliers, mais je ne me plaignais jamais, parce que c'était pour Julien, pour mon fils. Je me souviens d'un soir de décembre 1998. Julien avait 8 ans. Je comptais les pièces de monnaie sur la table. 50 €. C'était tout ce qui restait pour finir le mois. Mais Julien avait besoin d'un nouveau manteau. L'ancien était trop petit et déchiré. « Maman, pourquoi tu pleures ?» m'avait-il demandé. J'avais vite essuyé mes larmes. « Je ne pleure pas, mon trésor. J'ai juste les yeux fatigués. » Il s'était approché et m'avait pris la main. « Quand je serai grand, maman, je gagnerai beaucoup d'argent
et je t'achèterai une grande maison, avec un jardin, et tu n'auras plus besoin de pleurer. » J'avais serré mon petit garçon contre moi ce soir-là, me disant que tous ces sacrifices en valèrent la peine. Un jour, il comprendrait. Un jour, il me remercierait. Mais ce jour n'était jamais venu. Assise dans cette chambre froide, j'ai réalisé que j'avais peut-être tout fait de travers. Peut-être que j'avais trop donné. Peut-être que j'aurais dû être plus stricte. Peut-être que tout cet amour l'avait gâté. Mon téléphone a vibré. C'était Sophie Marchand, mon ex-belle-fille. Sophie avait été mariée à Julien pendant 6 ans. Ils avaient se divorcé en 2022. « Yvette, je viens d'apprendre ce qu'il t'a fait. Je suis tellement désolée. » Sa voix était remplie de compassion. J'ai essayé de parler, mais les mots se sont coincés dans ma gorge. « Yvette, je dois te dire quelque chose d'important. Julien m'a appelé hier soir. Il veut que je signe des documents. Mon cœur s'est accéléré. »« Quels documents, Sophie ?»« Des papiers concernant Lucas et Emma. Une renonciation à un héritage futur. Il était très insistant. Il m'a dit que c'était urgent, que tu étais d'accord. » J'ai fermé les yeux. « Bien sûr. Sophie, écoute-moi bien. Ne signe rien. Tu comprends? Rien du tout. Je n'ai pas signé, ne t'inquiète pas. Mais Yvette, qu'est-ce qui se passe vraiment ?» J'ai regardé par la fenêtre. « Parce qu'il veut vendre ma maison, Sophie. Il veut l'argent. C'est tout ce qui l'intéresse. » Un silence choqué. « Mais c'est ta maison. Il s'en fiche. Pour lui, ce n'est qu'une opportunité de gagner de l'argent facile. » Sophie a eu un sanglot étouffé. « Mon Dieu, Yvette, je savais qu'il avait changé, mais à ce point. » « Tu le connais mieux que personne, Sophie. Tu sais ce qu'il est devenu. » Elle a soupiré. « Oui, je sais. Les casinos, les bars, les voyages pendant que je restais seule avec les enfants, les dettes, les mensonges. Et quand je lui demandais d'arrêter, il... » Sa voix s'est brisée. Il levait la main sur moi. J'avais toujours su que Julien était violent avec Sophie. Je l'avais vu un soir de 2020. J'étais venue leur rendre visite. Julien était en colère parce que Sophie avait refusé de lui donner de l'argent pour le casino. Il l'avait giflé devant moi, devant les enfants. J'avais été horrifiée. Mais Julien m'avait regardée avec ce même regard froid et m'avait dit « Mêle-toi de tes affaires, maman. » C'est ce jour-là que j'avais compris que j'avais perdu mon fils. « Sophie, il faut que je te dise quelque chose, » ai-je murmuré. Quelque chose que Julien ne sait pas encore. « Quoi ? La maison. Elle n'est plus à moi. » Un silence étonné. « Comment ça ? » « Je l'ai transférée. En septembre dernier. Je l'ai donnée à Lucas et Emma. » Sophie a retenu son souffle. « Tu as fait ça ? » ?»« Oui, parce que je savais que ce jour viendrait. Je connaissais mon fils. Je savais qu'un jour, il essaierait de me prendre ce que j'ai mis 30 ans à construire. Mais Yvette, il va être furieux. Il va te poursuivre. Qu'il le fasse. J'ai tout fait légalement. La maison appartient maintenant à tes enfants. Julien ne peut plus rien y faire. » J'ai entendu Sophie pleurer. « Merci, Yvette. Merci de protéger mes enfants, même contre leur propre père. » Ce sont mes petits-enfants. Je ne pouvais pas laisser Julien détruire leur avenir comme il a détruit le sien. Après avoir raccroché, je suis restée longtemps assise, regardant le Rhône couler. La nuit tombait sur Lyon. Et moi, dans cette chambre 204, j'ai compris que la vraie bataille ne faisait que commencer. Les jours suivants à la résidence Les Tilleuls ont été les plus longs de ma vie. Je me levais chaque matin à 6 heures, par habitude. 47 ans de travail vous conditionnent. Mais maintenant, je n'avais nulle part où aller, rien à faire. Je regardais les autres résidents dans la salle commune. Certains jouaient aux cartes, d'autres regardèrent la télévision d'un air absent. Tous avaient ce même regard vide, cette résignation silencieuse. Je refusais de devenir comme eux. Le 3e jour, j'ai reçu un appel de Maître Bernard Dupuis, mon avocat. Je l'avais contacté en septembre 2023, quand j'avais décidé de transférer la propriété de ma maison aux enfants. C'était un homme de 55 ans, cheveux grisonnants, avec des lunettes rondes et une voix posée. « Madame Leroux, je viens de recevoir un courrier de l'avocat de votre fils. Il conteste le transfert de propriété. Il demande l'annulation de l'acte notarié sous prétexte que vous n'étiez pas en pleine possession de vos facultés mentales au moment de la signature. » J'ai serré le téléphone.
Il dit que je suis folle? En termes juridiques, oui. Il prétend que vous avez été manipulée. Un rire amer m'a échappé. Bien sûr, c'est plus facile de dire que sa mère est sénile plutôt que d'admettre qu'elle l'a vu venir. Madame Leroux, ne vous inquiétez pas. Nous avons tous les documents nécessaires. Les examens médicaux que vous avez passés en août 2023 prouvent que vous étiez parfaitement lucide. Le notaire a également attesté de votre clarté d'esprit. Et nous avons les témoignages. Quels témoignages? Sophie Marchand a accepté de témoigner. Elle a conservé des messages de votre fils où il expliquait clairement ses intentions concernant la maison. Quand aura lieu l'audience? Dans 3 semaines, mars 2024, tribunal de Lyon. Préparez-vous mentalement. Votre fils ne va pas lâcher facilement. Avant de continuer, je voudrais vous demander quelque chose. Si cette histoire vous touche, s'il vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne et laissez un like. Cela m'aide vraiment à partager mon témoignage. Merci infiniment. Après avoir raccroché, je suis restée dans ma chambre. Les souvenirs continuaient de me hanter. Je repensais à tous ces moments où j'avais essayé de lui enseigner des valeurs. Je me suis souvenue de 2010. Julien avait 16 ans. Un soir, il était rentré en pleurant. « Maman, j'ai fait quelque chose de terrible. Dis-moi, j'ai pris de l'argent dans ton porte-monnaie, 50 €. J'avais une dette à l'école, des types plus vieux me menaçaient. J'étais restée silencieuse. 50 €, c'était énorme pour nous. Julien, regarde-moi. L'argent facile détruit les gens. Tu comprends? Voler, tricher, mentir pour de l'argent. Ça te ronge de l'intérieur. Le travail honnête, la dignité, l'intégrité. C'est ça qui construit un homme. Il m'avait serré dans ses bras. Je te promets, maman, je ne recommencerai plus. Je vais devenir quelqu'un de bien, comme papa. J'avais cru à sa promesse, mais les promesses de Julien n'avaient jamais valu grand-chose. 1 semaine plus tard, Sophie est venue me rendre visite avec Lucas et Emma. Quand j'ai vu mes petits-enfants, mon cœur a fondu. Lucas avait 12 ans, grand et mince, avec les yeux noisettes de son grand-père Pierre. Emma, 10 ans, était une petite fille vive, avec de longs cheveux châtains et un sourire lumineux. « Grand-mère !» Emma s'est jetée dans mes bras. Je l'ai serrée fort, respirant l'odeur de son shampoing à la fraise. Lucas m'a embrassée sur la joue. « Pourquoi tu habites ici, mamie? Pourquoi tu n'es plus dans ta maison ?» Emma regardait autour d'elle avec curiosité. Sophie m'a lancé un regard interrogateur. Comment expliquer à une enfant de 10 ans que son père avait expulsé sa grand-mère? C'est temporaire, ma chérie. Je reviendrai bientôt. Mais Emma n'était pas dupe. C'est à cause de papa, hein? Le silence qui a suivi était lourd. Lucas a baissé les yeux. Sophie a pris une grande respiration. Les enfants, votre grand-mère a besoin de repos. C'est tout. Nous avons passé l'après-midi ensemble dans le petit jardin de la résidence. Les enfants m'ont raconté l'école, leurs amis, leurs rêves. Emma voulait devenir vétérinaire. Lucas aimait les mathématiques et rêvait d'être ingénieur. En les écoutant, j'ai réalisé à quel point j'avais eu raison de protéger leur héritage. Ces enfants méritaient un avenir que leur père aurait gâché en quelques mois. Quand ils sont partis, Sophie est restée. Yvette, je dois te dire quelque chose. Julien. Il est devenu fou de rage quand il a découvert pour la maison. Il a essayé de forcer la porte. J'ai dû appeler la police. Mon sang s'est glacé. Il vous a fait du mal? Non, les policiers sont arrivés à temps. Mais Yvette, il a dit des choses horribles. Il a dit qu'il allait te détruire au tribunal, qu'il allait prouver que tu es sénile, qu'il récupérerait ce qui lui revient de droit. J'ai souri tristement. Ce qui lui revient de droit. Comme si 30 ans de travail lui revenaient de droit simplement parce qu'il est mon fils. Sophie a pris ma main. Tu as fait le bon choix, Yvette. Je sais que c'est difficile, mais tu as fait le bon choix. Cette nuit-là, j'ai repensé à septembre 2023, le jour où j'étais allée chez le notaire. C'était un après-midi pluvieux. Les rues de Bellecour étaient glissantes. J'avais mis mon plus beau manteau. Maître Petit, le notaire, m'avait accueilli dans son bureau qui sentait le vieux papier. « Madame Leroux, vous êtes certaine ?»
J'avais regardé par la fenêtre. La pluie martelait les vitres. Monsieur Petit, j'ai 72 ans. J'ai travaillé toute ma vie. Cette maison, c'est le seul bien que je possède. Mais à votre fils est votre héritier légal. Mon fils a dilapidé chaque centime que je lui ai donné. Casino, voyage, fête, il a battu sa femme, il a négligé ses enfants. Et maintenant, je sais qu'il attend ma mort pour vendre cette maison. Le notaire m'avait regardé longuement. Vous en êtes sûre ? Absolument certaine. Il avait sorti les documents. Très bien. La propriété sera transférée à vos petits-enfants, Lucas et Emma Leroux, sous tutelle de leur mère Sophie Marchand. J'avais signé avec soin. Madame Leroux, votre fils peut contester ? Je sais, mais j'ai raison, et la justice me donnera raison. Le procès approchait. Dans 2 semaines, je me tiendrai devant un juge. Et même si cela me déchirait le cœur, je savais que c'était la seule chose juste à faire. Cette nuit-là, seule dans ma chambre, j'ai repensé intensément à ce jour de septembre 2023 où j'avais pris la décision la plus difficile de ma vie. Je me souvenais de chaque détail avec une précision troublante. C'était un après-midi pluvieux de fin d'été. Les rues glissantes de Bellecour brillaient sous la pluie persistante. J'avais mis mon plus beau manteau bleu marine, celui que je réservais pour les occasions importantes. Mon cœur battait si fort que je craignais qu'il n'explose. Maître Jean Petit, le notaire, m'avait accueilli dans son bureau ancien qui sentait le vieux papier et le cuir. C'était un homme d'une 60aine d'années, petit et rond, avec des lunettes épaisses. Il m'avait fait asseoir dans un fauteuil en cuir face à son bureau en chêne. « Madame Leroux, avant que nous procédions, je dois vous poser une question essentielle. Êtes-vous absolument certaine de cette décision ? C'est un acte grave et irréversible. » Sa voix était grave, professionnelle. J'avais regardé longuement par la fenêtre. La pluie martelait les vitres. La place Bellecour était presque déserte sous le déluge. « Monsieur Petit, j'ai 72 ans. J'ai travaillé 47 ans. Cette maison de la rue des Tables Claudiennes, c'est le seul bien que je possède au monde. Le seul héritage que je peux laisser. » Ma voix tremblait légèrement, mais restait déterminée. « Mais votre fils est votre héritier légal selon le Code civil. » N'est-ce pas son droit de... Je l'ai interrompu fermement. Mon fils a dilapidé chaque centime que je lui ai donné. Casino, voyage, fête, il a battu sa femme devant ses enfants. Il a négligé ses responsabilités. Et maintenant, je sais qu'il attend ma mort pour vendre cette maison et tout dépenser en quelques mois. Le notaire m'avait regardé longuement par-dessus ses lunettes. « Vous en êtes sûr ? Vous comprenez que cette décision créera un conflit familial ?» J'avais hoché la tête fermement. Absolument certaine. Je préfère affronter un conflit maintenant, tant que je suis vivante et capable de me défendre, plutôt que de laisser mes petits-enfants sans rien après ma mort. Il avait alors sorti les documents de son tiroir. Très bien. Je vais préparer l'acte de donation. La propriété sera transférée à vos petits-enfants, Lucas et Emma Leroux, mineurs, sous tutelle de leur mère Sophie Marchand jusqu'à leur majorité. Vous comprenez que c'est irrévocable ? J'avais signé chaque page avec soin. Ma main ne tremblait plus. C'était libérateur. Madame Leroux, vous savez que votre fils peut contester devant les tribunaux, qu'il peut arguer que vous n'étiez pas en pleine possession de vos facultés. Je sais parfaitement. C'est pour ça que j'ai passé des examens médicaux le mois dernier. Tests cognitifs, évaluation psychiatrique, examen neurologique, tout est dans ce dossier. J'avais sorti une enveloppe épaisse. Ces documents prouvent que je suis lucide, parce que je connais mon fils. Je sais qu'il contestera. Le notaire avait parcouru les documents médicaux. Vous avez été très prévoyante. Ces certificats sont irréprochables. Datés d'août 2023, signés par 3 médecins indépendants. Votre dossier est solide. Il avait refermé le dossier. Puis-je vous poser une question personnelle ? Pourquoi maintenant ? Pourquoi avoir attendu ? Parce que j'espérais encore qu'il changerait. Mais récemment, il a recommencé à me demander de l'argent constamment. Il posait des questions sur la valeur de ma maison, sur mes documents. Il me demandait si j'avais fait un testament. J'ai même surpris une conversation où il disait qu'il allait régler le problème de la vieille bientôt. C'est à ce moment que j'ai compris. Maintenant, allongé dans mon lit à la résidence, je réalisais à quel point j'avais eu raison d'agir quand je l'avais fait.
Quelques semaines plus tard, Julien m'expulsait. Si je n'avais pas transféré la propriété, il aurait maintenant tous les pouvoirs sur ma maison. Sophie m'avait raconté des choses terribles sur les dernières années de leur mariage. En 2020, Julien avait perdu le contrôle. Il rentrait ivre presque tous les soirs. Sophie trouvait des reçus de casino. Des milliers d'euros perdus. Il me disait qu'il allait gagner gros, qu'il avait une stratégie, m'avait confié Sophie. Mais il perdait, toujours. Et quand je protestais, il devenait violent. La violence. Mon fils était devenu violent. Sophie m'avait montré des photos, des bleus sur ses bras, une lèvre fendue, un œil au beurre noir. « Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» lui avais-je demandé, horrifié. Parce que j'avais honte. Honte d'avoir épousé un homme comme lui. Et aussi, parce que je savais que ça te briserait le cœur. Elle avait raison, ça m'avait brisé le cœur. Comment mon fils, le petit garçon que j'avais bercé, était devenu un homme violent? Où avais-je échoué? Mais maintenant, il était trop tard pour les regrets. Tout ce que je pouvais faire, c'était protéger Lucas et Emma, les empêcher de perdre le seul héritage stable que je pouvais leur laisser. Le procès approchait. Plus que 2 semaines. 2 semaines avant de me tenir devant un juge et de devoir défendre ma décision. Maître Dupuis m'avait téléphoné plusieurs fois pour préparer mon témoignage. Restez calme, Madame Leroux. Ne vous laissez pas emporter par l'émotion. Répondez simplement aux questions avec honnêteté. La vérité est votre meilleur allié. Votre fils n'a aucun argument juridique solide. Pourtant, malgré ces paroles rassurantes, je ne pouvais m'empêcher d'avoir peur. Peur de ce que Julien pourrait dire au tribunal. Peur de le voir me regarder avec cette haine que j'avais aperçue le jour de mon expulsion. Peur qu'il me convainque que j'étais une mauvaise mère. Et même si cela me déchirait le cœur, je savais que c'était la seule chose juste. Lucas et Emma méritaient cette chance. Ils méritaient un avenir. Et si pour leur donner cet avenir, je devais perdre mon fils, alors soit. C'était le prix à payer. Les jours passaient lentement à la résidence. Je passais mes journées à me préparer mentalement pour le procès. Je répétais dans ma tête ce que j'allais dire, comment j'allais expliquer ma décision. Mais rien ne pouvait vraiment me préparer à affronter mon propre fils devant la justice. C'était contre nature, contre tous mes instincts maternels. Pourtant, je n'avais pas le choix. Il avait fallu en arriver là. Le 15 mars 2024, je me suis levée à 5 heures du matin. Le jour du procès était arrivé. J'avais à peine dormi. Toute la nuit, j'avais répété dans ma tête ce que j'allais dire, comment j'allais expliquer ma décision. Mais aucune répétition ne pouvait préparer une mère à affronter son propre fils devant un tribunal. Sylvie m'a aidée à m'habiller. J'avais choisi un tailleur bleu marine simple mais digne. Je voulais que le juge voie une femme lucide, responsable, pas une vieille femme sénile, comme Julien voulait le faire croire. Maître Bernard Dupuis est venu me chercher à 8 heures. Dans la voiture, il a revu les points essentiels. « Madame Leroux, rappelez-vous, restez calme, répondez clairement. Ne vous laissez pas emporter par l'émotion. L'avocat de votre fils va essayer de vous déstabiliser, de vous faire dire que vous étiez confuse, manipulée. Ne tombez pas dans le piège. » J'ai hoché la tête, mes mains tremblant sur mes genoux. Je dirai simplement la vérité, c'est tout ce que je peux faire. Le tribunal de grande instance de Lyon se trouvait quai Romain-Rolland, près du Rhône. C'était un imposant bâtiment moderne avec de grandes baies vitrées. Quand nous sommes entrés, j'ai senti mes jambes faiblir. L'odeur de ce lieu, le bruit des pas qui résonnent sur le marbre, tout cela me rappelait la gravité de la situation. Dans le couloir, j'ai vu Sophie qui attendait. Elle était accompagnée d'une femme que je ne connaissais pas. Sophie s'est approchée et m'a serrée dans ses bras. « Yvette, je te présente Maître Catherine Fontaine. C'est l'avocate qui me représente pour la tutelle des enfants. » Maître Fontaine était une femme d'une 40aine d'années, cheveux courts, regard déterminé. « Madame Leroux, soyez assurée que nous défendrons l'intérêt des enfants. C'est notre priorité. » Puis je l'ai vu. Julien. Il était au bout du couloir avec son avocat, Maître Roussel, un homme bedonnant en costume gris. Julien portait un costume sombre qui semblait neuf. Nos regards se sont croisés. Il y avait tant de haine dans ses yeux. Mon propre fils me regardait comme si j'étais son ennemi.
J'ai détourné les yeux, le cœur serré. À 9 heures précises, nous sommes entrés dans la salle d'audience. C'était une grande salle sobre, avec des bancs en bois et une estrade où siégeait la juge. Madame Hélène Beaumont était une femme d'une 50aine d'années, cheveux gris tirés en chignon, lunettes fines. Son visage n'exprimait aucune émotion. « L'audience est ouverte », a-t-elle déclaré en frappant son marteau. Affaire numéro 2024-1547, Monsieur Julien Leroux contre Madame Yvette Leroux. Contestation d'un acte de donation. Maître Roussel, l'avocat de Julien, s'est levé le premier. C'était un homme au ton condescendant, à la voix forte. « Votre honneur, nous sommes ici pour contester un acte de donation qui a été effectué dans des circonstances douteuses. Madame Yvette Leroux, âgée de 72 ans, a transféré l'intégralité de sa propriété à ses petits-enfants mineurs, privant ainsi son fils unique de son héritage légitime. Il a fait une pause théâtrale. Nous soutenons que Madame Leroux n'était pas en pleine possession de ses facultés mentales, qu'elle a été manipulée par sa belle-fille, Madame Sophie Marchand, qui cherche à s'approprier ce bien. » Sophie s'est raidie à côté de moi. Maître Fontaine a posé une main rassurante sur son bras. « Mon client a toujours été un fils dévoué. Il s'est occupé de sa mère pendant des années. Et voilà comment elle le remercie, en le déshéritant au profit de personnes qui l'ont manipulé. » Julien hochait la tête, jouant son rôle de fils blessé. Puis ce fut au tour de Maître Dupuis. Il s'est levé calmement, ajustant ses lunettes. « Votre honneur, permettez-moi de rétablir certains faits. Madame Yvette Leroux n'a pas été manipulée. Elle a pris une décision mûrement réfléchie, en pleine connaissance de cause, après avoir constaté pendant des années le comportement irresponsable de son fils. Il a sorti un dossier épais. Nous allons démontrer que M. Julien Leroux n'a jamais été un fils dévoué. Bien au contraire. Nous allons prouver qu'il a systématiquement exploité sa mère financièrement, qu'il a dilapidé des sommes considérables et que la seule raison pour laquelle il conteste cette donation, c'est parce qu'il voulait vendre cette propriété pour alimenter son train de vie dépensier. » Julien s'est agité sur sa chaise. Son avocat lui a murmuré quelque chose à l'oreille. La juge Beaumont a levé les yeux. « Maître Dupuis, vous avez des preuves de ces allégations ? » ?»« Absolument, votre honneur. » Maître Dupuis a fait projeter sur l'écran les relevés bancaires. Mon cœur s'est serré en voyant tous ces chiffres. Votre honneur, sur une période de 5 ans, de 2019 à 2023, Madame Yvette Leroux a transféré à son fils la somme totale de 48 000 euros. 48 000 euros prélevés sur sa modeste retraite d'infirmière. Des murmures dans la salle. La juge a levé les yeux, intéressée. Et comment ces sommes ont-elles été utilisées ? Nous avons ici les relevés bancaires de M. Julien Leroux, obtenus légalement dans le cadre de son divorce. De nouveaux documents sont apparus. Casino, bar, agence de voyage. Voici un billet pour Ibiza, 2 000 euros, un autre pour Amsterdam, 1 800 euros, des transactions au casino d'Évian-les-Bains, 5 000 euros en une seule soirée. La voix de Maître Dupuis était calme mais implacable. Et pendant ce temps, votre honneur, ses propres enfants, Lucas et Emma, manquaient parfois du nécessaire. Madame Sophie Marchand peut témoigner qu'il y a eu des périodes où elle ne savait pas comment nourrir ses enfants parce que M. Leroux avait dépensé l'argent du ménage. Julien était devenu pâle. Son avocat a essayé d'intervenir. Votre honneur, ces dépenses personnelles n'ont rien à voir avec. Au contraire, a coupé Maître Dupuis. Elles ont tout à voir. Parce qu'elle démontre le caractère de M. Leroux, son incapacité à gérer l'argent, sa propension aux dépenses inconsidérées. Madame Yvette Leroux a travaillé 47 ans. Elle a commencé comme infirmière à 20 ans. Après la mort de son mari, elle a pris un deuxième emploi. Elle nettoyait des bureaux la nuit pour élever son fils seul. Il s'est tourné vers moi. « Madame Leroux, pouvez-vous nous dire combien d'heures par jour vous travaillez ?» Je me suis levée, les jambes tremblantes. 18 heures en moyenne, parfois plus. 18 heures par jour, a répété Maître Dupuis lentement. Pendant des années, pour élever cet homme qui aujourd'hui ose contester votre droit de protéger vos petits-enfants. Il a continué. Et il y a autre chose, quelque chose de grave. Il a fait un signe et Sophie s'est levée pour témoigner. Elle tremblait mais sa voix était claire. Madame Marchand, pouvez-vous nous parler de votre mariage avec Monsieur Leroux ? Sophie a pris une grande respiration avant de commencer son témoignage. Julien était violent avec moi, régulièrement.
Il me frappait quand je refusais de lui donner de l'argent pour ses sorties ou ses jeux. Il m'a giflé plusieurs fois devant mes enfants, devant sa propre mère aussi. Des murmures choqués ont parcouru la salle. La juge s'est redressée. « Madame Marchand, y a-t-il eu des plaintes officielles déposées ?» Sophie a baissé les yeux. « Non, votre honneur. J'avais trop peur. Mais j'ai conservé des photos des blessures. Et j'ai des témoignages de voisins. » Maître Fontaine s'est levé et a présenté un dossier. « Votre honneur, voici le certificat médical de Madame Marchand, daté du 18 octobre 2020, établi par le docteur Laurent Mercier aux urgences de l'hôpital Édouard Herriot. Contusions multiples, hématomes, traumatisme facial. » La juge a pris le dossier et l'a parcouru attentivement. L'atmosphère était devenue extrêmement tendue. Julien était maintenant debout, rouge de colère. « Elle ment. Tout ça, c'est des mensonges. Elle veut me détruire. C'est elle qui a manipulé ma mère. Monsieur Leroux, asseyez-vous immédiatement et taisez-vous. » La juge a frappé violemment son marteau. « Si vous continuez à perturber cette audience, je vous fais expulser. » Son avocat l'a forcé à se rasseoir. Puis, ce fut mon tour de témoigner. Je me suis approché de la barre, mes jambes à peine capables de me porter. La juge m'a regardé avec attention. « Madame Leroux, le 15 septembre 2023, vous avez transféré la propriété de votre appartement à vos petits-enfants. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ?» J'ai regardé Julien. Il évitait mon regard. « Votre honneur, j'ai pris cette décision parce que je connais mon fils. Je l'ai porté. Je l'ai élevé seul pendant 30 ans. Je l'ai aimé plus que tout. Mais je l'ai aussi vu se détruire année après année. » Ma voix tremblait, mais je continuais. J'ai vu comment il gaspillait l'argent, comment il maltraitait sa femme, comment il négligeait ses enfants, et j'ai compris qu'un jour, il vendrait ma maison et dépenserait tout en quelques mois. Les larmes coulaient maintenant sur mes joues. Cette maison représente 30 ans de ma vie, 30 années de sacrifice. J'ai nettoyé des milliers d'escaliers pour l'acheter. Mes mains ont saigné, mes genoux ont été détruits. Je ne pouvais pas laisser mon fils détruire ça. Je ne pouvais pas laisser mes petits-enfants sans rien. Ils sont innocents. Ils méritent un avenir. La juge m'observait attentivement. « Madame Leroux, étiez-vous consciente des conséquences juridiques de votre décision ? Compreniez-vous que vous déshéritiez votre fils ? » « Oui, votre honneur, j'en étais parfaitement consciente. Le notaire m'a expliqué plusieurs fois. J'ai même passé des examens médicaux pour prouver que j'étais lucide, parce que je savais que Julien contesterait. Maître Dupuis a alors présenté les certificats médicaux. « Votre honneur, voici les tests cognitifs, les évaluations psychiatriques. Tout prouve que Madame Leroux était en parfaite santé mentale. Elle n'est pas sénile. Elle n'a pas été manipulée. Elle a simplement fait ce que tout grand-parent responsable ferait, protéger ses petits-enfants. » Puis il a sorti une dernière pièce. « Et maintenant, votre honneur, permettez-moi de vous montrer la vraie raison pour laquelle Monsieur Julien Leroux a placé sa mère en résidence. » Sur l'écran sont apparus des messages textes, des messages que Julien avait envoyés à ses amis. Maître Dupuis a commencé à les lire. Message du 10 janvier 2024, 3 jours après avoir placé sa mère en résidence. Je cite, « J'ai casé la vieille à la résidence. Dans 2 semaines, je vends la baraque et je me fais 350 000 balles. Direction les Caraïbes. » Un silence de mort dans la salle. Julien était livide. Message du 15 janvier. La vieille me fait chier avec ses questions. Je vais la faire déclarer sénile si elle résiste. J'ai besoin de ce fric. La voix de Maître Dupuis était maintenant chargée d'indignation. Et celui-ci, du 20 janvier. Putain, la vieille a fait un truc avec la maison. Si elle m'a baisé, je la fous dans un asile psychiatrique et je récupère mes droits. La juge a retiré lentement ses lunettes, les nettoyant avec un mouchoir. Son visage s'était complètement durci. Elle a remis ses lunettes. « Monsieur Julien Leroux, levez-vous. » Julien s'est levé, chancelant. « Avez-vous écrit ces messages ?» Julien a ouvert la bouche, cherchant ses mots. « C'était. Je ne pensais pas. » Répondez à la question. « Avez-vous écrit ces messages ?» Un long silence, puis « Oui. » Avez-vous placé votre mère en résidence dans le but de vendre sa propriété ? Julien a regardé son avocat. Je pensais que c'était mieux pour elle. Avant qu'il ne puisse finir, Sophie a explosé. «
Menteur. Tu m'as dit toi-même que tu voulais l'argent. Tu as dit que ta mère était un obstacle. Tu as dit que dès qu'elle serait morte, tu vendrais tout. La juge a tenté de ramener le calme. Madame Marchand, s'il vous plaît. Mais le mal était fait. Toute la salle avait entendu. Maître Dupuis a saisi l'opportunité. Votre honneur, je pense que nous avons établi les véritables motivations de Monsieur Leroux. Il ne s'agit pas d'un fils dévoué inquiet pour sa mère. Il s'agit d'un homme cupide qui voulait mettre la main sur un bien qu'il considérait comme son dû. Il a fait une pause. En droit français, toute personne en pleine possession de ses facultés peut disposer de ses biens comme elle l'entend. Madame Leroux a effectué une donation légale à ses petits-enfants. Tous les documents sont en ordre. Le notaire a attesté de sa lucidité. Les examens médicaux le confirment. Cette donation est valide et inattaquable. Il s'est tourné vers la juge. Je demande au tribunal de rejeter la demande de Monsieur Leroux et de confirmer la validité de l'acte de donation. La juge a feuilleté méthodiquement les documents. Le silence était oppressant. J'entendais mon cœur battre. Sophie serrait ma main. Enfin, la juge a levé les yeux et a fixé Julien. Monsieur Julien Leroux, je vais être très clair. Ce que j'ai entendu aujourd'hui me dégoûte profondément. La juge a continué d'une voix glaciale. Votre comportement envers votre mère, envers votre ex-épouse, envers vos propres enfants est absolument indigne. Les preuves présentées par Maître Dupuis sont accablantes. Les messages textes démontrent sans équivoque que votre seule motivation était financière. Vous n'avez jamais eu l'intention de prendre soin de votre mère. Vous vouliez simplement vous emparer de son bien. Elle a mis ses lunettes. Concernant l'acte de donation, j'ai examiné tous les documents. Le certificat médical prouve que Madame Yvette Leroux était en pleine possession de ses facultés mentales. L'attestation du notaire confirme qu'elle a agi de son propre chef, sans pression ni manipulation. La donation a été effectuée dans le respect strict de la loi française. Mon cœur battait si fort que j'avais peur de m'évanouir. Sophie serrait ma main encore plus fort. Le moment de vérité était arrivé. La juge a pris son marteau. Par conséquent, après avoir examiné l'ensemble des éléments présentés, après avoir entendu tous les témoignages, après avoir analysé toutes les pièces du dossier, je rejette intégralement la demande de Monsieur Julien Leroux. L'acte de donation du 15 septembre 2023 est maintenu. La propriété située au 14 rue des Tables Claudiennes appartient légalement aux mineurs Lucas et Emma Leroux, sous tutelle de leur mère, Madame Sophie Marchand. Le marteau est tombé. Le bruit a résonné comme un coup de tonnerre. Affaire classée. Julien est resté figé un instant, puis il a explosé. « Non, c'est impossible! Cette maison est à moi! C'est mon héritage !» Il hurlait comme un fou, son visage déformé par la rage. Des agents de sécurité se sont approchés. « Vous ne comprenez pas! J'ai des dettes! Des gens me cherchent! J'ai besoin de cet argent! » « Monsieur Leroux, calmez-vous ou vous serez expulsé, » a averti la juge. Mais Julien était hors de contrôle. Il s'est tourné vers moi, pointant un doigt accusateur. « Toi? C'est de ta faute? Tu m'as détruit? Tu m'as volé mon héritage? Tu n'es plus ma mère. Je te déteste. » Les agents l'ont saisi par les bras. Il se débattait violemment. « Lâchez-moi! Je vais la tuer! Vous entendez? Je vais la tuer! » Ces menaces ont glacé le sang de tous. Les agents l'ont traîné vers la sortie. Ses cris résonnaient encore dans le couloir après que la porte se soit refermée. Je suis restée assise, tremblante, incapable de bouger. Sophie m'a prise dans ses bras. « C'est fini, Yvette. Tu as gagné. » Mais je ne me sentais pas victorieuse. J'avais gagné le procès, mais j'avais perdu mon fils. Maître Dupuis s'est approché, souriant. « Madame Leroux, toutes mes félicitations. La justice a triomphé. » J'ai hoché la tête faiblement. « Merci, Maître Dupuis. » Quand nous sommes sortis du tribunal, le soleil brillait sur Lyon. C'était une belle journée de mars, l'air était doux. Mais moi, je me sentais vide, épuisée, brisée. Sophie m'a raccompagnée à la résidence. Dans la voiture, elle a pris ma main. « Yvette, tu as fait ce qu'il fallait. Lucas et Emma ont maintenant un avenir sécurisé. » « Mais à quel prix, Sophie? À quel prix ?» Elle n'a pas répondu, parce qu'elle connaissait la réponse. Le prix, c'était mon fils,
Ce soir-là, seul dans ma chambre, j'ai regardé la photo de Julien à 5 ans. Ce petit garçon souriant qui tenait ma main. Où était-il passé? Comment était-il devenu cet homme rempli de haine? Et surtout, était-ce ma faute? Ces questions me hantaient, pour toujours. Les semaines ont suivi le procès ont été sombres. Je restais enfermée dans ma chambre, refusant de descendre, refusant de participer aux activités. La douleur était trop intense. Sophie venait régulièrement avec les enfants. Lucas et Emma m'apportèrent des dessins, des fleurs. « Grand-mère, on t'aime très fort. Ne sois pas triste », disait Emma. Mais même leur amour ne comblait pas le vide laissé par Julien. En juin 2024, 3 mois après le procès, j'ai reçu un appel du commissaire Dubois. « Madame Leroux, votre fils a été arrêté. Il a tenté un braquage dans une bijouterie place Bellecour. Le téléphone a failli me glisser des mains. »« Un braquage? Julien ? » ?»« Oui, madame. Une arme factice. Mais il ne le savait pas. Il est détenu au commissariat. Il a demandé à vous voir, mais ce n'est pas obligatoire. » J'ai fermé les yeux. « Je vais venir. Dites-lui que je vais venir. » Après avoir raccroché, je me suis effondrée, pleurant comme jamais. Mon fils, mon petit garçon, devenu un criminel. Le lendemain, Sophie m'a conduite au commissariat central rue de la République. C'était un bâtiment austère qui sentait le désinfectant. On m'a fait passer par plusieurs portes, plusieurs couloirs. Finalement, on m'a introduite dans une salle d'interrogatoire. Julien est entré, escorté par 2 policiers. Il avait terriblement maigri. Ses joues étaient creuses, ses yeux enfoncés. Il ressemblait à un fantôme. Nous nous sommes assis face à face. Un long silence. Maman? Sa voix était rauque, brisée. Il n'osait pas lever les yeux. Julien. Qu'est-ce que tu as fait, mon fils? Il a enfin levé ses yeux rougis. Je suis désolée, maman, tellement désolée. Pour le tribunal. Pour les choses que je t'ai dites, pour t'avoir mise à la résidence. J'étais aveuglée par l'argent, par mes dettes. J'avais emprunté à des usuriers. Ils me menaçaient. J'avais peur. Je ne savais plus quoi faire. Il sanglotait maintenant. Julien, pourquoi tu ne m'as pas parlé avant d'en arriver là? Parce que j'avais honte de ce que j'étais devenue. Et maintenant, je vais aller en prison. Pour plusieurs années. J'ai tendu ma main à travers la table et j'ai touché la sienne. Julien, écoute-moi, je t'aime toujours. Tu es mon fils. Rien ne changera ça. Mais tu as choisi ton chemin. Tu as fait des choix terribles. Et maintenant, tu dois en assumer les conséquences. C'est ça, devenir un homme. Il a serré ma main désespérément. Est-ce que tu pourras me pardonner? Je te pardonne déjà, parce que c'est ce que font les mères. Mais le pardon ne change rien. La maison reste à Lucas et Emma, et tu vas devoir affronter la justice. Je ne peux plus te sauver. La visite s'est terminée. En partant, il s'est retourné. Je t'aime, maman, je suis désolée. Et il est parti. Julien a été jugé en septembre 2024 et condamné à 5 ans de prison pour tentative de vol aggravé. Il a été incarcéré à la prison de Lyon-Corbas. Les enfants étaient dévastés. Il pleure le soir, m'a dit Sophie. Comment leur expliquer? Je n'avais pas de réponse. En décembre 2024, j'ai appris que Julien s'était impliqué avec des trafiquants en prison. Il avait besoin de protection et payait en rendant des services. Le 8 février 2025, j'ai reçu l'appel. Le commissaire Dubois. « Madame Leroux, j'ai une mauvaise nouvelle. Votre fils a été retrouvé mort dans sa cellule. Un règlement de compte. Une enquête est en cours. Je suis désolée. » Le téléphone est tombé. Un cri est sorti de ma gorge. Sylvie est accourue. Elle m'a trouvée effondrée. Mon fils était mort. Julien était mort. À 30 ans. Dans une prison. Seul. Les jours suivants sont passés dans un brouillard. Sophie s'est occupée de toutes les démarches pour les funérailles. Lucas et Emma étaient dévastés. « Grand-mère, pourquoi papa est mort? Pourquoi il est parti ?» Emma me demandait sans cesse. Je n'avais aucune réponse. Comment expliquer l'inexplicable? Comment donner un sens à une tragédie aussi absurde? L'enterrement a eu lieu au cimetière de Loyasse, sous un ciel gris et pluvieux. Il y avait très peu de monde. Sophie et les enfants. Quelques anciens collègues de Julien. Maître Dupuis était venu par respect.
Nous nous tenions devant cette tombe fraîche qui portait maintenant le nom de mon fils. Le cercueil descendait lentement dans la terre humide pendant que le prêtre récitait les prières. Je regardais cette scène, incapable de réaliser que mon fils reposait dans cette boîte. 30 ans. Il n'avait vécu que 30 années. Une vie si courte, si gâchée. Emma pleurait contre ma jambe. Lucas se tenait raide, essayant de ne pas pleurer. « Au revoir, papa », a-t-il murmuré quand le cercueil a touché le fond. Après la cérémonie, nous sommes retournés à la résidence. Sophie est restée avec moi. Nous étions assises dans ma chambre, buvant du thé froid. Les enfants dessinaient sur le sol. « Yvette, je sais que rien ne soulagera ta douleur », a dit Sophie doucement. « Mais tu as fait ce qui était juste. Tu as protégé tes petits-enfants. Julien avait fait ses propres choix. Ce n'était pas ta faute. » « Mais j'étais sa mère. J'aurais dû le sauver. Peut-être que si j'avais été différente, il n'aurait pas fini comme ça. » Les larmes coulaient. Sophie m'a serrée. « Tu as fait tout ce que tu pouvais. Tu as travaillé jusqu'à l'épuisement. Tu lui as donné ton amour. Tu lui as pardonné ses erreurs. Mais à un moment, chaque personne doit prendre ses responsabilités. Julien a fait des choix, des mauvais choix, et ces choix ont eu des conséquences. Les semaines ont passé. Le printemps 2025 est arrivé, mais je me sentais morte à l'intérieur. J'allais quotidiennement au cimetière, m'asseyant près de la tombe de Julien. « Pourquoi tu n'as pas écouté ? Pourquoi tu as choisi ce chemin ?» Je posais ces questions sans jamais recevoir de réponse. Un jour de mars, Sophie m'attendait dans le hall avec Lucas et Emma. Elle avait une expression déterminée. « Yvette, nous devons parler. C'est important. » Nous nous sommes installés dans la salle de visite. « Yvette, cela fait plus d'1 an que tu vis ici. 1 an que Julien t'a arraché à ta maison. Mais maintenant, les choses ont changé. Julien n'est plus là. Et nous voulons que tu reviennes chez toi, dans ta vraie maison, avec nous. » Mon cœur s'est serré. « Mais Sophie, la maison appartient aux enfants, c'est leur héritage. » Emma s'est approchée. « Mais grand-mère, c'est ta maison, c'est toi qui l'as achetée. » Maman nous a tout expliqué. Lucas a hoché la tête. « On veut que tu vives avec nous, mamie. Tu nous manques. » Sophie a sorti des documents. « Yvette, nous avons décidé. Nous voulons que tu reviennes vivre dans l'appartement, avec nous, en famille. La maison est aux enfants, c'est vrai, mais c'est ta maison dans ton cœur. Tu ne devrais jamais avoir été forcée de la quitter. S'il te plaît, reviens. » Les larmes me sont montées aux yeux. Mais cette fois, c'était des larmes différentes. Pas de douleur, de soulagement, d'espoir. « Vous voulez vraiment que je revienne ? » ?»« Bien sûr, mamie. » Emma s'est jetée dans mes bras. « Tu nous as sauvés. Comment tu as été courageuse. Tu es notre héroïne. » Lucas nous a rejoints. Sophie avait les larmes aux yeux. « Alors, Yvette, tu acceptes ?» J'ai regardé ces 3 visages remplis d'amour. Ces personnes qui m'aimaient vraiment. Et j'ai compris que c'était ça, la vraie famille. Pas les liens du sang, mais les liens du cœur. Oui, je rentre à la maison avec vous. 1 mois plus tard, en avril 2025, j'étais de retour dans mon appartement de la rue des Tables Claudiennes. Sophie et les enfants avaient tout préparé. Ils avaient nettoyé chaque pièce, mis des fleurs fraîches, accroché de nouveaux rideaux. Quand j'ai franchi le seuil, j'ai été submergée. Tout était comme dans mes souvenirs. Les mêmes murs, les mêmes meubles. Mais quelque chose avait changé. La maison était maintenant remplie de vie, de rire. Sophie et les enfants avaient emménagé avec moi. Lucas avait sa chambre avec des posters de footballeurs. Emma avait la sienne pleine de peluches. Sophie occupait la chambre d'amis. Et moi, j'avais retrouvé ma chambre, mon lit. Le dimanche suivant, nous avons établi une routine. Je me suis réveillée vers 8 heures, réveillée par l'odeur du café et des croissants. Je suis descendue à la cuisine où Sophie préparait le petit déjeuner. Emma mettait la table. Lucas lisait le journal. « Bonjour, grand-mère. Bien dormi ?» Emma m'a embrassée. C'était une scène si normale, si paisible. Nous avons pris le petit déjeuner ensemble, parlant de tout. Puis Sophie a sorti une enveloppe. « Yvette, il y a quelque chose que je veux te montrer, quelque chose que nous avons trouvé en rangeant les affaires de Julien. » Elle a posé l'enveloppe sur la table. Mon nom était écrit dessus. C'est une lettre qu'il avait écrite en prison.
Il l'avait confiée à un gardien avec instruction de nous la remettre après sa mort. Je pense que tu devrais la lire. Mes mains tremblaient en ouvrant l'enveloppe. À l'intérieur, plusieurs pages de l'écriture de mon fils. J'ai commencé à lire, ma vision se brouillant de larmes. Maman, si tu lis cette lettre, c'est que je ne suis plus là. Je veux que tu saches certaines choses. D'abord, je suis désolée. Tellement désolée pour tout ce que je t'ai fait subir. Pour t'avoir expulsé de ta maison, pour les mots horribles au tribunal, pour avoir été un fils indigne. Ma voix se brisait en lisant. Tu avais raison sur tout, j'étais devenue un monstre. J'ai gâché ma vie, mon mariage, ma relation avec mes enfants. Et pire, j'ai brisé le cœur de la seule personne qui m'a toujours aimée. Toi. Ici en prison, j'ai eu du temps pour réfléchir. J'ai compris que tu avais fait ce qu'il fallait en donnant la maison à Lucas et Emma. Sophie pleurait à côté de moi. Les enfants nous regardaient. Je veux que tu leur dises, quand ils seront assez grands, que leur père les aimait, que malgré tous mes défauts, je les aimais vraiment, et que je regrette de ne pas avoir été l'homme qu'ils méritaient. J'ai continué à lire. Je veux aussi que tu saches que tout ce que tu m'as enseigné n'était pas vain. Toutes ces leçons sur l'honnêteté, le travail, la dignité, je les ai entendues, mais j'ai été trop faible pour les suivre. Ce n'était pas ta faute. Tu as été la meilleure mère possible. Le problème, c'était moi. Uniquement moi. Dis-leur de ne pas faire les mêmes erreurs. Dis-leur d'écouter leur grand-mère, de travailler honnêtement. J'ai continué à lire la lettre de Julien, ma voix tremblant à chaque mot. Et toi, maman, s'il te plaît, pardonne-moi. Je sais que je ne mérite pas ton pardon après tout ce que j'ai fait. Mais je te le demande quand même. Parce que tu es ma mère. Et parce que, malgré tout, je t'aime. Je t'ai toujours aimé, même quand je te faisais du mal. Je sais que ça semble contradictoire, mais c'est la vérité. Je t'aime, maman. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci d'avoir été là, même quand je ne le méritais pas. J'espère que là où je vais, papa sera là pour me guider, pour m'apprendre à être l'homme que j'aurais dû être. Prends soin de toi. Prends soin de mes enfants. Dis-leur que leur papa est désolé. Ton fils qui t'aime, Julien. J'ai replié lentement la lettre, incapable de retenir mes sanglots. Emma est venue immédiatement vers moi, m'enlaçant de ses petits bras. « Ne pleure pas, grand-mère. Papa t'aimait. On le sait maintenant. » Sophie a essuyé ses propres larmes. « Yvette, je pense que nous devrions aller au cimetière aujourd'hui, tous ensemble, pour lui montrer que nous sommes une famille, malgré tout. » Nous sommes donc allés au cimetière de Loyasse cet après-midi-là. Le ciel était magnifiquement bleu, les arbres resplendissaient de leurs nouvelles feuilles printanières. Nous avons d'abord visité la tombe de Pierre, le grand-père que Lucas et Emma n'avaient jamais connu. J'ai déposé des fleurs fraîches sur la pierre. « Bonjour, mon amour. J'amène notre petit-fils et notre petite-fille. Ils sont magnifiques. Tu serais tellement fier. » Puis nous nous sommes dirigés vers la tombe de Julien. La pierre tombale était encore neuve, le marbre brillant sous le soleil. Emma a déposé délicatement un bouquet de marguerites. « Au revoir, papa. On t'aime quand même si tu as fait des erreurs. » Grand-mère nous a appris que tout le monde mérite le pardon. Lucas est resté silencieux un long moment, fixant la tombe. Puis il a murmuré « Je promets, papa, de ne pas faire les mêmes erreurs que toi. Je promets d'être un homme bien, de respecter maman et grand-mère, de travailler honnêtement. Je te le promets. » Sophie m'a pris la main, la serrant fort. Nous sommes restés là tous les quatre pendant un long moment, unis dans notre chagrin, mais aussi dans notre amour. Puis nous sommes rentrés à la maison, ensemble. En marchant dans les rues de Lyon, Emma sautillait entre Sophie et moi, tenant nos mains. « Grand-mère, tu vas rester avec nous pour toujours maintenant, hein? Tu ne vas plus jamais partir ?» J'ai souri à travers mes larmes. « Oui, ma chérie, je reste avec vous. Pour toujours. » Ce soir-là, après que les enfants soient allés se coucher, je me suis assise dans le salon avec une tasse de thé. Je regardais les photos accrochées au mur. Pierre jeune et souriant, Julien bébé dans mes bras, Lucas et Emma à différents âges, toute une vie en images. Sophie est venue s'asseoir à côté de moi. « À quoi tu penses, Yvette ?» Je lui ai souri tristement. « Je pense que j'ai perdu mon fils. Mais j'ai sauvé mes petits-enfants.
J'ai fait ce que je devais faire, même si ça m'a coûté ce que j'avais de plus cher. Sophie a posé sa tête sur mon épaule. Tu as sauvé plus que ça, Yvette. Tu nous as tous sauvés. Lucas et Emma ont maintenant un avenir stable. Un toit, une grand-mère extraordinaire qui leur apprend les vraies valeurs. Tu leur as donné ce que Julien n'aurait jamais pu leur donner, la sécurité et la dignité. Les mois ont passé paisiblement. La vie a repris son cours dans notre petit appartement. J'aidais les enfants avec leurs devoirs chaque soir. Je cuisinais les plats traditionnels que ma mère m'avait appris. Je racontais des histoires du passé, de Pierre, de Lyon, dans les années 70. Emma voulait toujours savoir comment j'avais rencontré son grand-père. Lucas adorait les histoires de mon travail à l'hôpital. Et lentement, la blessure dans mon cœur commençait à cicatriser. Pas à guérir complètement, jamais complètement. On ne guérit jamais vraiment de la perte d'un enfant, mais à cicatriser suffisamment pour que je puisse continuer à vivre, à aimer, à être présente pour ceux qui avaient besoin de moi. Un dimanche d'été 2025, nous avons organisé un pique-nique au parc de la Tête d'Or. C'était le même parc où j'avais emmené Julien enfant, où cette photo jaunie avait été prise. Nous nous sommes installés sous un grand arbre. Sophie avait préparé des sandwichs. Les enfants couraient dans l'herbe, riant. Je les regardais jouer, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti quelque chose qui ressemblait à de la paix. « Grand-mère, viens jouer avec nous. » Emma m'a appelée. Je me suis levée et je les ai rejoints. Nous avons joué au ballon. J'ai ri. J'ai vraiment ri. Et j'ai réalisé que la vie continuait. Que malgré toute la douleur, malgré toute la perte, il y avait encore de la beauté. Il y avait encore de l'amour. Il y avait encore de l'espoir. Ce soir-là, en rentrant à la maison, Emma marchait à côté de moi. « Grand-mère, tu es heureuse maintenant ?» m'a-t-elle demandé avec ses grands yeux innocents. J'ai réfléchi un moment. « Oui, ma chérie, je suis heureuse. Pas complètement, parce qu'il y aura toujours une partie de mon cœur qui pleure ton papa. Mais je suis heureuse d'être avec vous, d'avoir une famille qui m'aime. » Elle a serré ma main. « On t'aimera toujours, grand-mère, toujours. » En août 2025, nous avons célébré l'anniversaire de Lucas. Il avait 13 ans. Sophie avait organisé une petite fête à la maison. Quelques amis de l'école étaient venus. Il y avait un gâteau au chocolat, des ballons, de la musique. Lucas soufflait ses bougies quand il s'est arrêté et m'a regardé. « Grand-mère, je veux faire un vœu pour toi aussi. Je veux que tu sois heureuse. Tu le mérites. » Les larmes me sont montées aux yeux. « Merci, mon chéri. » Après que les invités soient partis, nous nous sommes tous assis dans le salon. Lucas a ouvert ses cadeaux. Puis il m'a regardé sérieusement. « Grand-mère, quand je serai grand, je vais travailler dur, je vais devenir ingénieur, et je vais prendre soin de cette maison, comme tu l'as fait, je te le promets. » J'ai souri, touché. « Je sais que tu le feras, Lucas. Tu es un bon garçon. Tu as un bon cœur. » Emma a ajouté « Et moi, je serai vétérinaire. » Et j'habiterai pas loin pour venir te voir tout le temps. Sophie nous regardait avec tendresse. Vous savez, les enfants, votre grand-mère vous a donné le plus beau cadeau qu'on puisse donner. Elle vous a donné un avenir, une sécurité, un chez vous. N'oubliez jamais ça. Lucas et Emma ont hoché la tête solennellement. Puis Emma a demandé « Grand-mère, est-ce que papa aurait été fier de nous ?» J'ai réfléchi longuement avant de répondre. « Oui, ma chérie, malgré toutes ces erreurs, votre papa vous aimait. Et oui, il serait fier de vous. Très fier. » Les mois ont continué à s'écouler paisiblement dans notre petit appartement familial de la rue des Tables Claudiennes. L'automne 2025 est arrivé avec ses couleurs chaudes, ses feuilles dorées qui tombaient doucement dans les rues de Lyon. J'avais maintenant 73 ans, et chaque jour qui passait me rappelait à quel point j'avais eu de la chance de retrouver ma maison, ma famille, ma vie. Les matins commençaient toujours de la même façon. Je me réveillais vers 7 heures, descendais à la cuisine où Sophie préparait déjà le petit déjeuner. Emma et Lucas se préparaient pour l'école. C'était une routine simple, ordinaire, mais tellement précieuse après tout ce que nous avions traversé. Un matin d'octobre, alors que nous prenions le petit déjeuner ensemble, Emma a posé une question qui m'a surprise. « Grand-mère, est-ce que tu regrettes ce que tu as fait ?
Est-ce que tu regrettes d'avoir donné la maison à Lucas et moi au lieu de papa? J'ai posé ma tasse de café, réfléchissant soigneusement à ma réponse. Les enfants grandissaient. Ils méritèrent la vérité. Non, ma chérie, je ne regrette pas. C'était la décision la plus difficile de ma vie, mais c'était la bonne. Ton papa était malade. Pas physiquement, mais dans son cœur, dans sa tête. Il ne savait plus faire la différence entre ce qui était important et ce qui ne l'était pas. S'il avait eu cette maison, il l'aurait vendue en quelques semaines, et vous n'auriez plus eu de chez vous. Lucas a hoché la tête, l'air pensif. Maman nous a raconté que papa avait des problèmes avec l'argent, qu'il jouait beaucoup. Oui, ai-je répondu doucement. Votre papa avait une maladie qu'on appelle l'addiction. C'est comme une prison invisible. Il voulait arrêter, je pense, mais il ne pouvait pas, et cette maladie a détruit sa vie. Sophie est intervenue. Les enfants, ce que votre grand-mère a fait, c'est vous protéger. C'est ça, l'amour véritable. Parfois, aimer quelqu'un signifie prendre des décisions difficiles pour protéger les autres. Emma s'est levée et m'a serrée dans ses bras. Merci, grand-mère. Merci de nous avoir protégés. Ces simples mots ont réchauffé mon cœur brisé. En novembre 2025, nous avons reçu une visite inattendue. C'était maître Bernard Dupuis, mon avocat. Il venait nous informer que la succession de Julien était définitivement close. Il n'avait laissé aucun bien, seulement des dettes que personne n'était obligé de payer. « Madame Leroux, je voulais aussi vous dire quelque chose de personnel », a-t-il ajouté en prenant une tasse de thé que Sophie lui avait servie. « Dans ma carrière, j'ai vu beaucoup de familles se déchirer pour de l'argent, pour des héritages, mais rarement j'ai vu quelqu'un avoir le courage de faire ce que vous avez fait. Vous avez sauvé vos petits-enfants d'un avenir incertain. C'était courageux. » J'ai souri tristement. Je ne me sens pas courageuse, maître Dupuis. Je me sens juste comme une mère qui a échoué avec son fils. « Non, » a-t-il répondu fermement. « Vous n'avez pas échoué. Votre fils a fait ses propres choix. Vous lui aviez donné toutes les valeurs nécessaires. Mais parfois, les gens choisissent le mauvais chemin malgré tout. Ce n'est pas votre faute. » Après son départ, je suis restée longtemps dans le salon, pensant à ses paroles. Peut-être avait-il raison. Peut-être que j'avais fait tout ce que je pouvais. Un dimanche de décembre, nous sommes retournés au cimetière de Loyasse. C'était devenu une tradition mensuelle. Nous visitions d'abord Pierre, puis Julien. Ce jour-là, il faisait froid, mais le ciel était d'un bleu éclatant. Devant la tombe de Julien, j'ai déposé des fleurs fraîches. « Bonjour mon fils, nous sommes tous là. Sophie, Lucas et Emma. Nous allons bien. Les enfants grandissent. Ils sont beaux, intelligents, gentils. Tu aurais été fier d'eux. Je sais que tu as fait beaucoup d'erreurs, Julien. Mais je sais aussi que tu les aimais. J'espère que là où tu es, tu as trouvé la paix. J'espère que ton père t'a accueilli et qu'il t'aide à comprendre ce que la vie essayait de t'enseigner. » Lucas s'est approché. « Papa, je vais bien à l'école. J'ai eu 18 en mathématiques. Et je fais du football maintenant. L'entraîneur dit que je suis douée. » Emma a ajouté « Moi, papa, j'ai adopté un chat. Il s'appelle Caramel. Et je prends des cours de piano. Grand-mère dit que j'ai du talent. » Sophie est restée silencieuse, mais elle a posé une rose blanche sur la tombe. Nous sommes restés là un long moment, unis dans notre silence respectueux. En rentrant, Emma m'a demandé « Grand-mère, tu crois que papa nous voit d'en haut ?» J'ai réfléchi. « Je ne sais pas, ma chérie. J'aime penser que oui. J'aime penser qu'il nous regarde et qu'il est content de voir que vous allez bien. » Quelques mois après mon retour à la maison, nous avons organisé une petite fête pour mes 73 ans. Sophie et les enfants avaient invité quelques voisins, Sylvie de la résidence, qui était devenue une amie, et même Maître Dupuis. Il y avait un gâteau magnifique avec des bougies. « Fais un vœu, grand-mère !» a crié Emma. J'ai fermé les yeux. Mon vœu était simple, que ces enfants restent toujours aussi bons, aussi aimants. Que la vie leur soit douce. Qu'ils n'oublient jamais les leçons de cette histoire difficile. Quand j'ai soufflé les bougies, tout le monde a applaudi. Lucas m'a offert un cadre photo qu'il avait fabriqué en cours d'art plastique. À l'intérieur, il y avait une photo de nous 4 prise au parc de la Tête d'Or l'été précédent. Nous sourions tous.
Emma m'a offert un dessin magnifique représentant notre maison avec nous 4 devant. Pour que tu n'oublies jamais qu'on est une famille, a-t-elle dit. Sophie m'a offert un châle en laine qu'elle avait tricoté elle-même. Pour que tu aies toujours chaud, Yvette, tu es la meilleure belle-mère qu'on puisse avoir. Ce soir-là, quand tout le monde fut parti et que les enfants furent couchés, je me suis assise dans mon fauteuil préféré près de la fenêtre. Je regardais Lyon illuminé dans la nuit. Je pensais à tout le chemin parcouru, à Julien, à ses erreurs, à sa mort tragique, à la douleur d'avoir dû choisir entre mon fils et mes petits-enfants. Mais je pensais aussi à Lucas et Emma, à leur sourire, à leur innocence préservée, à Sophie qui m'avait accueillie comme sa propre mère, à cette maison qui résonnait à nouveau de vie et d'amour. Oui, j'avais perdu mon fils. Cette douleur ne partirait jamais complètement. Mais j'avais sauvé mes petits-enfants. Je leur avais donné un avenir, une sécurité, un foyer, et eux, en retour, m'avaient sauvé de la solitude et du désespoir. C'était peut-être ça, le vrai sens de la famille. Se sauver les uns les autres, s'aimer malgré tout, et continuer ensemble, quoi qu'il arrive. J'ai souri dans l'obscurité. Oui, j'avais fait le bon choix, le seul choix possible. Et je referai exactement la même chose. Les semaines qui ont suivi ont été marquées par une transformation lente mais perceptible. Aurélie travaillait dur, vraiment dur. Sébastien me racontait chaque soir qu'elle arrivait la première au bureau et partait la dernière. Qu'elle ne se plaignait jamais, même quand on lui confiait les tâches les plus ingrates. Qu'elle acceptait les remarques et les corrections avec humilité, elle qui autrefois ne supportait pas la moindre critique. Un soir, il m'a dit quelque chose qui m'a touchée profondément. « Maman, aujourd'hui, j'ai vu Aurélie aider une jeune stagiaire qui pleurait parce qu'elle avait fait une erreur dans un dossier. Aurélie a passé 2 heures avec elle, à corriger le problème, à la rassurer, à lui expliquer comment faire mieux la prochaine fois. L'ancienne Aurélie aurait ignoré cette stagiaire, ou pire, aurait fait un rapport au supérieur. Mais là, elle était différente. Elle était humaine. Tu crois qu'elle a vraiment changé ? Je pense qu'elle est en train de changer. C'est un processus. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on devient quelqu'un d'autre. Mais je vois les efforts, et ça compte. Moi, je n'avais toujours pas revu Aurélie depuis notre rencontre au parc. Elle ne m'avait pas contactée, et moi non plus. Je crois que nous avions toutes les deux besoin de temps, de distance, de guérison. Mais je pensais à elle constamment. Je me demandais comment elle vivait dans son petit studio, si elle mangeait correctement, si elle dormait bien, si elle avait des amis, quelqu'un à qui parler. Un dimanche après-midi de juillet, alors que Laure, les enfants et moi nous promenions dans le quartier, mon téléphone a sonné. C'était Aurélie. Mon cœur s'est mis à battre plus fort. J'ai décroché en m'éloignant un peu pour avoir un peu d'intimité. « Allô ? Maman, c'est moi. Bonjour Aurélie. Comment vas-tu ? Je vais bien. Enfin, mieux. Je travaille beaucoup. Sébastien est exigeant, mais juste. J'apprends énormément. Mais surtout, je me sens utile, pour la première fois depuis longtemps. Je suis contente pour toi, ma chérie. » Un long silence. Puis elle a repris, la voix tremblante. « Maman, est-ce que je pourrais venir te voir ? Chez Sébastien ? Je sais que ce n'est peut-être pas le bon moment. Je sais que tu as peut-être encore besoin de temps. Mais j'aimerais tellement te voir, te parler, te montrer que je suis en train de devenir quelqu'un de mieux. J'ai senti les larmes me monter aux yeux. Viens dîner avec nous ce soir, 19h. Sébastien sera d'accord, j'en suis sûre. Laure aussi. On va cuisiner ensemble, en famille. Elle a éclaté en sanglots au téléphone. Merci, maman, merci. Tu ne sais pas ce que ça représente pour moi. Je crois que si, Aurélie. Je crois que je le sais. Quand je suis rentrée à l'appartement, j'ai annoncé la nouvelle à Sébastien et Laure. Sébastien a souri. C'est bien, maman. C'est le bon moment. Laure a hoché la tête, plus réservée, mais pas hostile. Je vais préparer un bon repas. Quelque chose de simple mais chaleureux. À 19h précise, la sonnette a retenti. Les enfants ont couru ouvrir la porte. Aurélie était là, sur le palier, tenant un bouquet de fleurs et une boîte de chocolat.
Elle portait une robe simple, des chaussures plates, les cheveux attachés. Elle semblait nerveuse, fragile, comme une adolescente qui rencontre la famille de son petit ami pour la première fois. « Bonsoir », a-t-elle dit d'une voix douce. « Bonsoir Aurélie. Entre », ai-je répondu. Elle est entrée lentement, à regarder autour d'elle. C'était la première fois qu'elle venait dans cet appartement. La première fois qu'elle voyait où sa mère avait vécu pendant tous ces mois. Où sa mère avait dormi sur un lit de camp dans le salon. Où son frère s'était sacrifié pour accueillir celle qu'elle avait abandonnée. Son regard s'est arrêté sur le lit de camp, toujours là, plié dans un coin. Elle a fermé les yeux, comme si cette vue lui faisait physiquement mal. « Je suis désolée », a-t-elle murmuré. « Je suis tellement désolée. » Sébastien s'est approché, a posé une main sur son épaule. « Viens, on va manger. On parlera après. » Le repas a été étrangement agréable. Aurélie a joué avec les enfants qui ne la connaissaient presque pas, mais qui l'ont adoptée immédiatement avec cette facilité qu'ont les enfants à pardonner. Elle leur a raconté des histoires drôles de son travail, leur a posé des questions sur l'école, sur leur passion. Laure observait, silencieuse mais attentive. Sébastien mangeait tranquillement, un léger sourire aux lèvres. Et moi, je regardais ma fille. Cette femme que j'avais portée, mise au monde, élevée. Cette femme qui m'avait brisé le cœur et qui maintenant essayait de le réparer, morceau par morceau. Après le dîner, une fois les enfants couchés, nous nous sommes installés dans le salon. Aurélie a pris une profonde inspiration. Je voulais vous remercier, tous. Sébastien, pour m'avoir donné cette chance au travail, pour ne pas avoir été cruel alors que tu en avais tous les droits. Laure, pour accepter ma présence ici ce soir, alors que je sais que tu as de bonnes raisons de me détester. Et toi, maman. Elle s'est tournée vers moi, les yeux rouges. Toi, pour ne pas m'avoir rayé de ta vie, pour avoir accepté que je revienne, pour m'avoir donné cette seconde chance que je ne mérite pas. Tout le monde mérite une seconde chance, Aurélie, ai-je dit doucement. Mais il faut la mériter par des actes, pas seulement par des mots. Je sais, et c'est ce que j'essaie de faire. Chaque jour, je travaille dur, je fais attention aux autres, j'écoute, j'apprends, je me remets en question. Et tu sais quoi? Pour la première fois depuis des années, je me sens bien. Pas riche, pas puissante, pas admirée, mais bien, vraiment bien. Parce que je sais que je fais les bonnes choses, que je deviens une meilleure personne. Sébastien a pris la parole. Aurélie, je ne vais pas te mentir. Ça a été difficile de te voir revenir au bureau, de devoir travailler avec toi après tout ce qui s'est passé. Mais je vois tes efforts. Je vois que tu ne triches pas, que tu ne joues pas la comédie. Et ça me donne espoir. Espoir qu'on puisse un jour retrouver ce lien qu'on avait quand on était enfant, quand on était complice, quand on s'aimait sans condition. Aurélie a éclaté en sanglots. J'aimerais tellement ça, Sébastien. J'aimerais tellement retrouver mon frère, mon meilleur ami d'autrefois. Il s'est levé, s'est approché d'elle, l'a serrée dans ses bras. Elle s'est effondrée contre lui, pleurant comme une enfant. Laure et moi nous sommes regardés, les larmes aux yeux aussi. Ce moment était douloureux, mais il était nécessaire. C'était le moment où les blessures commençaient vraiment à cicatriser, où la famille commençait vraiment à se reconstruire. Aurélie est restée jusqu'à tard dans la soirée. Nous avons parlé de tout, du passé, des erreurs, des regrets, mais aussi de l'avenir, de ses projets, de ses rêves. Elle nous a dit qu'elle voulait un jour acheter un appartement assez grand pour nous accueillir tous, qu'elle voulait organiser des repas de famille chaque dimanche, qu'elle voulait être une vraie tante pour les enfants de Sébastien, une vraie fille pour moi. Quand elle est partie, vers 23 heures, elle m'a serré longuement dans ses bras. « Je t'aime, maman. Je ne te l'ai pas dit assez souvent. Mais je t'aime. Et je vais passer le reste de ma vie à te le prouver. Je t'aime aussi, ma chérie. Et je suis fière de toi, fière de la femme que tu es en train de devenir. » Elle est partie dans la nuit. Et je suis restée sur le palier à la regarder descendre les escaliers. Mon cœur était plein. Plein d'amour, d'espoir, de gratitude. Les mois suivants ont confirmé ce que nous avions tous ressenti ce soir-là. Aurélie continuait de progresser. Au travail, elle était devenue indispensable.
Monsieur Garnier lui-même avait remarqué ses efforts et lui avait confié des responsabilités de plus en plus importantes. Elle venait dîner chez nous tous les dimanches. Elle apportait des cadeaux pour les enfants, des fleurs pour Laure, des livres pour Sébastien. Et pour moi, elle apportait son temps, son attention, son amour. Un soir d'octobre 2025, alors que nous étions tous réunis dans le salon, Sébastien a fait une annonce. « J'ai quelque chose à vous dire. Monsieur Garnier m'a proposé d'acheter une part de son entreprise, de devenir associé, pas majoritaire, mais associé quand même, avec un salaire encore plus élevé, et des responsabilités stratégiques. Nous sommes tous restés bouche bée. Sébastien, c'est incroyable, s'est exclamé Laure. Mais tu vas accepter ? Oui, j'ai accepté, à une condition. Laquelle ? Que Monsieur Garnier nomme Aurélie directrice adjointe, qu'elle reprenne un poste à responsabilité, parce qu'elle le mérite, parce qu'elle a prouvé qu'elle avait changé, parce qu'elle est compétente, et parce qu'elle est ma sœur. Aurélie a porté les mains à sa bouche, les yeux écarquillés, incrédule. Sébastien, tu as fait ça pour moi ? Je l'ai fait pour nous, pour la famille, parce qu'on est plus forts ensemble, parce qu'on a survécu à la tempête, et maintenant, on va construire quelque chose de beau, tous ensemble. Elle s'est levée, s'est jetée dans ses bras, pleurant de joie et de reconnaissance. Merci, merci mon frère, je ne te décevrai pas, jamais. Je sais, moi, j'ai regardé mes 2 enfants, enlacés, heureux. J'ai regardé Laure qui souriait, les enfants qui applaudissaient, et j'ai senti une paix profonde m'envahir. Nous avions traversé l'enfer. Nous avions connu la trahison, la douleur, l'abandon. Mais nous étions encore là, plus forts, plus unis, plus humains. Et c'était le plus beau des miracles. 1 an plus tard, novembre 2025. Nous étions réunis dans un grand appartement lumineux du quartier de la Croix-Rousse. Un appartement que Sébastien et Laure avaient acheté grâce à leur nouvelle situation financière. 4 chambres, un grand salon avec vue sur Lyon, une cuisine spacieuse où toute la famille pouvait se retrouver, et une chambre rien que pour moi. Avec un vrai lit, une fenêtre qui donnait sur un petit parc, des étagères pour mes livres, un fauteuil confortable où je pouvais tricoter ou lire tranquillement. Plus de lit de camp, plus de sentiment d'être un fardeau. J'avais enfin ma place, ma vraie place. C'était un dimanche après-midi. Nous étions tous là. Sébastien, Laure, les 3 enfants qui avaient grandi et qui couraient partout en riant. Et Aurélie, qui était arrivée en début d'après-midi avec un énorme gâteau qu'elle avait fait elle-même. Oui, Aurélie avait appris à cuisiner. Elle, qui autrefois commandait tout dans des restaurants chics, avait découvert le plaisir simple de préparer un repas avec ses propres mains. Nous étions attablés dans la grande salle à manger, autour d'un repas que nous avions préparé ensemble. Des rires, des conversations qui s'entrecroisaient, des enfants qui racontaient leurs aventures à l'école, Laure qui se moquait gentiment de Sébastien parce qu'il avait oublié d'acheter le pain. Une scène ordinaire, une scène banale. Mais pour moi, c'était extraordinaire. Parce qu'il y a 2 ans, je n'aurais jamais imaginé que nous serions tous là, réunis, heureux. À un moment, Aurélie s'est levée et a demandé l'attention de tous. « J'ai quelque chose à dire, quelque chose d'important. » Tout le monde s'est tu. Elle a pris une profonde inspiration, les yeux brillants. « Il y a 2 ans, j'ai fait la pire erreur de ma vie. J'ai dit à maman qu'elle coûtait trop cher. Je lui ai fait signer un document horrible. Je l'ai abandonné. Et ce jour-là, je pensais que je faisais le bon choix, que je protégeais ma carrière, mon confort, ma vie. Mais en réalité, j'ai perdu l'essentiel. J'ai perdu ma famille, j'ai perdu ma dignité, j'ai perdu moi-même. » Elle s'est tournée vers moi. « Maman, tu m'as donné une seconde chance, alors que je ne le méritais pas. Tu aurais pu me rejeter, me dire que c'était fini entre nous, mais tu ne l'as pas fait. Tu m'as tendu la main. Et grâce à toi, grâce à Sébastien, grâce à Laure, grâce à Monsieur Garnier, j'ai pu me reconstruire. Devenir une meilleure personne, retrouver ma place dans cette famille. » Elle a sorti une enveloppe de son sac. « Aujourd'hui, j'ai quelque chose à te rendre, maman. » Elle m'a tendu l'enveloppe. Je l'ai ouverte, les mains tremblantes. À l'intérieur, il y avait le document. Ce fameux document que j'avais signé en janvier 2024.
celui où je renonçais à ses soins. Il était déchiré en deux. Je l'ai gardé tout ce temps, a dit Aurélie, la voix brisée. Comme une punition, comme un rappel de ma lâcheté. Mais aujourd'hui, je veux le détruire définitivement, parce qu'il ne représente plus rien. Parce que tu ne me coûtes pas cher, maman. Tu es ce que j'ai de plus précieux au monde, et je vais passer le reste de ma vie à prendre soin de toi, comme tu as pris soin de moi quand j'étais petite, comme tu aurais dû pouvoir compter sur moi quand tu en avais besoin. Les larmes coulèrent sur mes joues, sur celles d'Aurélie, sur celles de Sébastien. Même Laure pleurait. Les enfants nous regardaient, un peu confus, mais sentant l'émotion intense de ce moment. Je me suis levée lentement, j'ai pris le document déchiré et je l'ai jeté dans la cheminée où un petit feu crépitait. Nous avons tous regardé le papier se consumer, les flammes transformant cette preuve de douleur en cendres, en poussière, en rien. « C'est fini », ai-je murmuré. « Tout ça, c'est fini. Maintenant, on ne regarde plus en arrière. On regarde devant, ensemble. » Aurélie s'est approchée de moi et m'a serrée dans ses bras. « Je t'aime, maman. Je t'aime tellement. »« Je t'aime aussi, ma chérie. Je t'ai toujours aimée, même dans les moments les plus sombres, même quand j'avais mal, parce qu'une mère n'arrête jamais d'aimer ses enfants. Jamais. » Sébastien nous a rejointes, a entouré ses bras autour de nous deux. Laure s'est approchée avec les enfants. Et nous sommes restés là, tous ensemble, unis dans cette étreinte qui signifiait tout. Le pardon, la guérison, l'amour inconditionnel. Plus tard dans la soirée, alors que les enfants jouaient dans leur chambre et que Laure et Aurélie discutèrent dans la cuisine en riant, Sébastien est venu s'asseoir à côté de moi sur le canapé. « Maman, tu es heureuse. Plus que je ne l'ai été depuis longtemps, mon fils. Et toi ?»« Moi aussi. » Tu sais, quand Monsieur Garnier m'a offert ce travail, je pensais que c'était juste une question d'argent, une chance de sortir de la pauvreté, d'offrir une meilleure vie à ma famille. Mais en réalité, ce qu'il m'a offert, c'est tellement plus que ça. Il m'a offert la possibilité de montrer à Aurélie qu'on pouvait réussir sans écraser les autres. Que la vraie richesse, ce n'est pas l'argent, c'est les gens qu'on aime, les valeurs qu'on défend, la dignité qu'on garde même dans les pires moments. Tu es un homme exceptionnel, Sébastien. Je suis tellement fière de toi. C'est toi qui m'as appris tout ça, maman. C'est toi qui m'as montré ce qu'était l'amour véritable, le sacrifice, la générosité. Tout ce que je suis, c'est grâce à toi. Je lui ai caressé les cheveux, comme quand il était petit. Non, mon fils. Tout ce que tu es, c'est toi qui l'as construit. Moi, je t'ai juste donné les fondations. Le reste, tu l'as bâti toi-même, pierre par pierre. Avec ton cœur, ta force, ton courage. Nous sommes restés silencieux un moment, regardant le feu dans la cheminée, écoutant les rires qui venèrent de la cuisine. Puis Sébastien a repris. « Tu sais, Monsieur Garnier m'a raconté quelque chose il y a quelques semaines. Il m'a dit que quand il m'avait rencontré la première fois, dans son jardin, il avait vu en moi quelque chose de rare. Pas du talent, pas de l'intelligence, mais de l'humanité. Et il m'a dit que c'était ça, l'humanité, qui manquait le plus dans ce monde. Des gens capables de donner sans attendre en retour. Des gens capables de pardonner l'impardonnable. Des gens capables d'aimer malgré la douleur. Il a raison. Et c'est ce que tu as fait pour Aurélie. Tu lui as pardonné. Tu lui as donné une chance. Et regarde où elle en est aujourd'hui. Elle est heureuse, vraiment heureuse. Pas à cause de son nouveau poste ou de son salaire, mais parce qu'elle a retrouvé sa famille, parce qu'elle a retrouvé sa place parmi nous. Au moment où il finissait sa phrase, Aurélie est sortie de la cuisine, un plateau avec des tasses de thé à la main. Elle nous a rejoints, s'est assise sur le fauteuil en face de nous. « Vous parlez de moi ?» est-elle demandé avec un petit sourire. « Toujours », ai-je répondu en souriant aussi. « Tu es notre sujet de conversation préféré. » Elle a ri, un rire léger, libre, joyeux. Si différent de la femme tendue et stressée qu'elle était 2 ans plus tôt. Vous savez, j'ai eu une révélation récemment. J'ai réalisé que pendant toutes ces années où je courais après le succès, l'argent, la reconnaissance, j'étais malheureuse, profondément malheureuse. Je me levais chaque matin avec une boule au ventre, je passais mes journées dans l'anxiété,
Je me couchais épuisée et insatisfaite. Mais maintenant, avec ce poste plus modeste, avec moins d'argent, avec moins de prestige, je suis heureuse. Vraiment heureuse. Parce que je sais qui je suis. Je sais ce qui compte. Et je sais que j'ai une famille qui m'aime. Et ça n'a pas de prix. Non, ai-je confirmé, ça n'a pas de prix. Elle a posé sa tasse et s'est penchée vers moi. Maman, j'ai une dernière chose à te dire. Quelque chose que j'aurais dû te dire il y a longtemps. Merci. Merci pour tout. Pour m'avoir mise au monde. Pour m'avoir élevée. Pour m'avoir tout donné même quand tu n'avais rien. Pour avoir travaillé jour et nuit pour que je puisse aller à l'école, avoir des vêtements, avoir une chance dans la vie. Pour m'avoir aimé même quand je ne le méritais pas. Pour m'avoir pardonné même quand c'était presque impossible. Tu es la meilleure mère du monde. Et je suis désolée d'avoir mis si longtemps à m'en rendre compte. Je me suis levée, me suis approchée d'elle, et posé mes mains sur ses joues. Tu n'as pas à t'excuser, ma chérie. Tu as juste eu besoin de temps, de vivre, de souffrir, de grandir. Et maintenant, tu es là. C'est tout ce qui compte. Nous nous sommes embrassés, longuement, tendrement, comme une mère et sa fille qui ont traversé l'enfer et qui en sont sorties plus fortes. La soirée s'est terminée tard. Aurélie est partie vers minuit, nous promettant de revenir le dimanche suivant. Les enfants se sont endormis dans leur chambre. Laure et Sébastien sont allés se coucher. Et moi, je suis restée encore un moment dans le salon, assise dans mon fauteuil, regardant les dernières braises dans la cheminée. J'ai pensé à tout ce chemin parcouru, à ce jour terrible de janvier 2024 où ma fille m'avait dit que je coûtais trop cher, à la signature de ce document qui avait marqué le début de mon calvaire, à mon arrivée dans le petit appartement de Sébastien, sur ce lit de camp dans le salon, aux nuits où j'entendais Laure pleurer de peur pour l'avenir, au sacrifice de Sébastien qui travaillait 20 heures par jour pour nourrir sa famille et sa mère, à la rencontre avec Monsieur Garnier, à l'humiliation d'Aurélie quand elle avait découvert que son frère était devenu son chauffeur, au moment où Sébastien lui avait pardonné, au moment où je l'avais revu au parc, au moment où elle avait déchiré ce document. Et maintenant, nous étions là, ensemble, unis, heureux, pas parfaits, pas sans cicatrices, mais ensemble. J'ai fermé les yeux et j'ai murmuré dans le silence de la nuit. Merci, merci pour cette famille. Merci pour ces enfants extraordinaires. Merci pour cette seconde chance. Merci pour l'amour qui a survécu à tout. Et dans mon cœur, j'ai su que c'était vrai. Que l'amour, le vrai amour, celui d'une mère pour ses enfants, celui d'un frère pour sa sœur, celui d'une famille qui refuse d'abandonner, cet amour-là est plus fort que tout. Plus fort que la trahison, plus fort que la douleur, plus fort que l'abandon. Parce que l'amour, quand il est véritable, ne compte pas le prix, ne calcule pas le coût, ne mesure pas la dépense. Il donne, il pardonne, il espère, il croit, il persévère, il ne renonce jamais. Ma fille m'avait dit un jour que je coûtais trop cher, mais aujourd'hui, elle savait la vérité. L'amour d'une mère n'a pas de prix, et l'amour d'une famille qui se reconstruit après avoir été brisée, c'est le plus précieux des trésors. Ce soir-là, je me suis endormie dans mon lit, dans ma chambre, dans cet appartement rempli d'amour, avec un sourire aux lèvres et la paix dans le cœur. Parce que j'avais compris quelque chose de fondamental. Nous ne sommes pas définis par nos erreurs. Nous sommes définis par notre capacité à les réparer, à nous relever, à pardonner, à aimer encore. Et malgré tout ce que nous avions traversé, malgré toutes les tempêtes, nous étions toujours debout, plus forts, plus unis, plus humains. Et c'était ça, la vraie victoire.